Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler des 3 événements économiques déterminants qui viennent de se produire et qui auront bien sûr des conséquences très concrètes sur notre quotidien en tant que citoyen, en tant que consommateur, qu'investisseur, épargnant bien entendu. Et donc quels sont ces événements? Tout d'abord, on en a beaucoup parlé, on vous l'avait d'ailleurs annoncé ici même, la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's et surtout le chiffre vient de sortir aujourd'hui. Un nouveau record historique atteint par le déficit de l'État. On va voir ça dans le détail. C'est une vraie catastrophe malheureusement. Deuxième événement, on n'a quasiment pas entendu parler, ça par contre, l'inflation qui repart à la hausse. C'est vrai que les chiffres INSEE montrent une sorte de stabilisation de l'inflation, mais les prix continuent d'augmenter. Par contre, les chiffres harmonisés européens montrent que l'inflation repart en nette hausse, que ce soit en France et dans l'ensemble de la zone euro. C'est bien sûr très dangereux pour les taux d'intérêt, pour la Banque Centrale Européenne également, qui se réunit cette semaine. Troisième événement, là aussi les chiffres viennent de sortir, l'immobilier. Donc l'INSEE a annoncé donc ces chiffres sur le premier trimestre 2024, la baisse s'aggrave et sur les chiffres des agences, notamment de meilleurs agents, et bien là aussi la baisse s'aggrave pour le mois de mai. On va voir ça dans le détail. Bien sûr, on terminera comme d'habitude avec une bonne nouvelle. Il y en a une qui est d'ailleurs assez intéressante. On espère qu'elle va se prolonger pour les mois à venir. Alors on commence tout de suite avec ce chiffre, disons-le, catastrophique. C'est assez incroyable. On s'attendait évidemment à un nouveau dérapage des comptes publics, mais là, regardez bien, vous avez ici donc le déficit de l'État. Donc ça veut dire uniquement l'État, hors collectivité locale et administration sociale. Que voit-on, regardez bien, sur les 4 premiers mois de l'année, de janvier donc à avril 2024, 91,56 milliards d'euros de déficit précisément. Regardez bien, c'est à peu près 7,9 milliards de plus qu'il y a un an, qu'en 2023, et seulement 500 millions de moins que le record absolu de 2020. Vous vous rendez compte, sur les 4 premiers mois de l'année, on est en train de battre des records. Mais il y a plus grave, parce que si on regarde sur 12 mois, encore une fois, ça c'est donc de janvier à avril, mais si on regarde les chiffres, donc en avril 2024, mais sur les 12 derniers mois, alors là, ça défie l'entendement, on a atteint un nouveau record historique. Regardez bien, 181,11 milliards d'euros de déficit de l'État, un chiffre complètement fou, c'est-à-dire c'est 13,25 milliards de plus qu'il y a un an et 3,74 milliards de plus que le sommet précédent de 2021 sur 12 mois. Ce sont les chiffres du ministère des Finances, on ne les a pas inventés. Donc quand on me dit que tout va bien, tout est sous contrôle, on l'a bien vu d'ailleurs, le Standard & Poor's qui a dégradé la note de la France, elle nous a dit elle n'a pas tellement confiance dans les prévisions de réduction du déficit. Eh bien non seulement ce déficit a augmenté l'année dernière, l'un des seuls pays de la zone euro à avoir autant augmenté son déficit, mais nous, malheureusement, encore cette année, en 2024, eh bien ça continue d'augmenter. C'est particulièrement dramatique. Donc bien entendu, si pour l'instant Standard & Poor's a donc dégradé de AA à AA-, c'est, j'ai envie de dire, encore une bonne note. On le voit ici, donc AA, on est passé donc à AA-. Alors c'est important parce que on a ouvert la boîte de Pandore, entre guillemets, parce que la prochaine étape, c'est de passer à simple A. Et là, c'est complètement différent parce que avec AA, on est toujours dans la catégorie de haute qualité. Avec un simple A, on passe à qualité moyenne supérieure, ce qui est toujours bien, mais néanmoins, il y a beaucoup de fonds d'investissement, notamment de caisses de retraite, donc d'investisseurs au sens large dans le monde entier, qui ont l'obligation d'acheter soit du AAA, soit du AA. Donc tant qu'on est AA-, ça va encore. D'ailleurs, c'est pourquoi les taux d'intérêt n'ont pas fortement augmenté. Mais par contre, si on tombe la simple A, et c'est ce qui risque de se produire d'ici la fin de l'année, alors là, on sort évidemment de catégorie, on passe une catégorie inférieure, et à ce moment-là, beaucoup de fonds n'achèteront pas la dette publique française, et ça, c'est particulièrement dangereux. D'ailleurs, je vous ai fait un petit récapitulatif. Selon Standard & Poor's, on voit qu'ici, il y a une vingtaine de pays quand même dans le monde qui ont une meilleure note que nous. Donc quand on dit, ouais, c'est bien, on passe de 18 à 17 sur 20, non, très honnêtement, il y a quand même beaucoup de pays qui font bien mieux que nous. Alors bien sûr, il y a toujours les AAA, notamment l'Allemagne, l'Australie, le Danemark, Canada, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, bien entendu. Donc, on pense à nos amis qui nous écoutent de Suisse, du Canada, etc. Et puis de partout ailleurs dans le monde, bien entendu, du Luxembourg également. Après, on a donc AA+, toujours donc les États-Unis, l'Autriche, Nouvelle-Zélande. AA, il y a encore la Belgique, le Royaume-Uni, malgré le Brexit, voilà, il a une meilleure note que nous. Et donc, la France, donc, qui passe désormais à AA-. Et après, évidemment, on change de catégorie, vous voyez, catégorie moyenne supérieure. C'est encore correct, bien entendu, mais néanmoins, alors
alors là, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'achèteront pas la dette publique française. Donc ça y est, c'est la prochaine étape. C'est ça qui est important. C'est que si à la rigueur, on réduit les déficits, on se pourra calmer le jeu, mais comme malheureusement on aggrave les déficits, eh bien évidemment, on va très vite tomber à simple A. Alors je vous ai mis les autres pays, par exemple, le Portugal, double B+, alors qu'il a un excédent public, donc là aussi ça pose un problème. L'Italie, donc triple B, la Grèce, triple B-. Vous voyez que pour l'instant on n'en est pas là, bien entendu, mais néanmoins on se rend bien compte qu'il y a aujourd'hui cette dégradation qui n'est qu'une étape. Ça va évidemment se prolonger. Je vous ai mis d'autres pays, vous prenez ce que vous voulez. Évidemment, après on tombe dans des risques très élevés, voire des quasi-défauts, etc. On n'en est pas là, c'est sûr, mais néanmoins, ça montre qu'aujourd'hui, la France est dans une situation très compliquée parce que les agences de notation font un petit peu leur travail. Encore une fois, je rappelle toujours que quelques semaines avant l'explosion de la dette des crises subprimes, donc de la crise des dettes subprimes, les agences de notation notaient encore triple A des produits basés sur des subprimes. Donc bon, c'est sûr que c'est un peu comme la cavalerie, elles arrivent toujours après la bataille, mais néanmoins, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a cette dégradation qui a commencé, même si ce ne sont pas des modèles donc, de crédibilité, eh bien ça y est, ça commence à se savoir que la France ne respecte pas ses engagements. Alors, on me dit, oui, mais Fitch n'a pas dégradé. Attention, si on regarde dans le détail, donc il y a 3 grandes agences. Donc Fitch avait déjà dégradé il y a un an à double A-. Et donc là maintenant, Standard & Poor's est au même niveau que Fitch. Il n'y a que pour l'instant Moody's, qui, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils maintiennent encore donc A2, ce qui veut dire c'est le niveau au-dessus de double A-, mais ça ne va pas tarder là aussi, puisqu'ils ne pourront pas rester seuls. Pourquoi? Bien parce que les comptes publics ne cessent de se dégrader. Donc c'est une question de crédibilité, tout simplement. C'est pas pour faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques. Soit on fait son métier, soit on ne le fait pas. Donc si on fait son métier aujourd'hui, on doit dire qu'effectivement la France, on l'a vu tout à l'heure, le déficit se creuse, donc il faut absolument, encore malheureusement, dégrader la note de la France. Et voilà, on revoit ce graphique, je vous montre régulièrement l'ensemble des déficits publics. Le dernier excédent public en France, regardez bien, c'est le petit truc bleu ici, le petit bâtonnet bleu, ça remonte à 1974, il y a 50 ans, depuis que des déficits évidemment, et donc parallèlement, cette dette, c'est la courbe rouge qui augmente, puisque la dette, c'est le cumul, bien sûr, des déficits. Et maintenant, le drame, c'est que comme on a une situation où, on vient de le voir, les recettes fiscales ne sont pas à l'aune de ce qu'on pouvait espérer, il y a également plus de dépenses, et donc finalement, le déficit public va encore augmenter en 2024. Donc je vous rappelle les chiffres, 154 milliards d'euros en 2023. Je pense qu'on va atteindre facilement 160 à 165 milliards d'euros de déficit, la public total, État, collectivité locale et sociale. Et donc ça veut dire que ça sera presque 6% du PIB. Donc comme l'année dernière, rappelez-vous, à cette période de l'année, le gouvernement disait « Non, c'est bon, on va réduire le déficit ». Finalement, il est passé de 4,8 à 5,5% du PIB. Donc là, on lui dit la même chose, on va passer autour des 5, voire même moins. Non, on sera au-dessus des 5,5, voire proche des 6% du PIB, parce que malheureusement, la situation économique ne s'améliore pas. Mais donc, ce qui fait, on l'a vu la semaine dernière sur les indicateurs des directeurs d'achat notamment, ou les indicateurs INSEE, les indicateurs avancés de l'activité, la situation française est de plus en plus mauvaise. On pourrait même avoir une baisse du PIB au cours du 2e trimestre. Alors, les Jeux Olympiques, oui, combien ça va nous ramener? Pas grand-chose finalement. Donc, ce qui veut dire que la situation économique française est proche de la stagnation, voire de la baisse de l'activité, et donc s'il y a moins de croissance, il y a malheureusement plus de chômage, donc plus de dépenses, moins de recettes également, donc le déficit public va encore augmenter. Je ne parle même pas de la dette publique qui donc a augmenté de 12,7 points donc depuis 2019. La France est le pays de la zone euro où la dette publique par rapport au PIB a le plus augmenté, ne l'oublions jamais, et ce qui veut dire que là aussi ça a un coût. Alors on me dit oui, mais la dette c'est un stock de dette par rapport à un flux de revenus, évidemment, ça je le sais très bien, mais encore une fois, ce qui compte, c'est que est-ce que cette dette génère de la croissance ou pas? Eh bien, ce n'est pas le cas. Vous voyez bien ce graphique. Dette publique, donc depuis 2019, enfin depuis fin 2019, donc depuis 2020 en fait, 718,2 milliards d'augmentation de cette dette publique. Donc quand on me dit oui, on a sauvé la France, le gouvernement dit qu'il a sauvé la France, oui, avec autant de milliards, mais ce n'est même pas le cas finalement, puisque le PIB français sur la même période n'a augmenté que de 366,3 milliards. Et surtout, le problème, c'est que maintenant, on a ce cercle pernicieux, les taux d'intérêt
ont augmenté, les taux d'intérêt de la dette publique. Alors c'est vrai que là, depuis quelques jours après la dégradation, comme c'était quand même attendu, il n'y a pas eu, je dirais, de forte augmentation des taux d'intérêt de la dette publique, mais néanmoins ça va venir, notamment avec les chiffres d'aujourd'hui sur le déficit public, et puis surtout lors de la prochaine dégradation d'ici 6 mois. Et donc il y a deux grandes conséquences pour les citoyens, si vous voulez, que nous sommes, de cette dégradation. C'est que, même si pour l'instant ça ne s'est pas encore vu, mais ça va se traduire au cours des prochains mois, les taux d'intérêt vont encore augmenter, les taux d'intérêt donc de la dette publique, mais par ricochet également les taux d'intérêt que nous payons sur nos crédits en tant que ménage, en tant qu'entreprise. Donc ça veut dire une baisse de l'activité, baisse de la consommation, baisse de l'investissement, qui est déjà pas très bonne, cette consommation notamment. Et deuxième point, la charge d'intérêt de la dette va encore augmenter. On est déjà à 50 milliards d'euros, chiffre de Bercy. On sera bientôt à 75 milliards d'euros. Donc ce qui veut dire que sur 10 ans, on a plus de 525 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette. Rendez-vous compte, 525 milliards, ça aurait pu être consacré justement pour les hôpitaux, pour l'école, pour la redistribution, pourquoi pas pour la sécurité, bien entendu. On voit que tout ça, nous ne l'avons pas malheureusement. Et donc aujourd'hui, cette charge d'intérêt de la dette va encore s'accroître. Donc ça veut dire les déficits vont encore augmenter. Et donc, inévitablement, même si on ne veut pas le dire, les impôts risquent d'augmenter malheureusement, parce qu'on n'a pas le courage, évidemment, de réduire ces déficits, notamment de baisser les dépenses de fonctionnement. Et donc, quand on me dit oui, mais on ne va pas forcément augmenter les impôts, j'ai envie de dire encore heureux, parce que nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale, donc c'est la moindre des choses. Par contre, on voit que certaines taxes augmentent, donc ça veut dire que le poids des prélèvements obligatoires au total est en train d'augmenter. On est déjà numéro 1 du monde, ça continue d'augmenter, et malheureusement, inévitablement, attention, notre épargne notamment est toujours en danger. On pourrait augmenter l'imposition et les taxes qui pèsent sur l'épargne, et ça serait évidemment particulièrement dangereux pour notre avenir. Et surtout, maintenant, il y a un cercle pernicieux qui est en train de s'installer. Donc, comme les taux d'intérêt sont élevés, donc la dette publique, on vient de le voir, ça génère donc une baisse, donc une augmentation des taux de crédit, donc une baisse de l'investissement, de la consommation. Donc là aussi, plus de chômage, plus de déficit, plus de dettes. Et ensuite, évidemment, nouvelle dégradation de la note, nouvelle augmentation des taux d'intérêt. Vous voyez, on ne s'en sort pas. C'est un scénario que malheureusement, on a déjà connu. Il y a déjà eu une crise de la dette publique qui a commencé en Grèce, mais qui s'est répandue dans énormément de pays ensuite de la zone euro. Et c'est en train de revenir, et malheureusement, ça ne va pas commencer par la Grèce, puisque la Grèce, elle réduit sa dette publique, tout comme le Portugal, par exemple, mais ça risque de commencer par la France, malheureusement. Et là, c'est un autre ordre de grandeur, parce que je vous rappelle que la crise grecque, c'était à peu près 350 milliards d'euros de dette grecque, dette publique. Nous, on est à plus de 3100 milliards d'euros, et on aura fin juin les chiffres du premier trimestre 2024. On va encore battre, bien sûr, un nouveau record absolu. On va en parler. Alors, pour ne rien arranger sur cette situation donc cataclysmique des comptes publics, ça ne peut plus durer. Il faut que nos dirigeants arrêtent cette fuite en avant, arrêtent d'augmenter ces déficits, arrêtent d'augmenter cette dette. Alors ils nous le disent qu'ils vont l'arrêter, mais regardez les chiffres d'aujourd'hui. Ça continue encore et toujours, on bat des records historiques. Donc il faut que ça cesse, tout simplement, qu'on prenne enfin des bonnes mesures, notamment en termes de réduction de certaines dépenses de fonctionnement, du millefeuille administratif, et parallèlement, moi j'ai envie de dire même qu'on baisse les impôts pour relancer la machine, mais néanmoins il faudra aussi réduire ces dépenses de fonctionnement. Et donc c'est pas du rabotage, 5 milliards par-ci, 2 milliards par-là, c'est, je dirais, un audit complet et une révolution complète, un grand soir de la dépense publique. Font complètement repenser cette dépense publique qui n'est plus efficace, parce que comme vous le savez, eh bien, malgré toute cette gabegie de dépenses publiques, on a une croissance faible, on a des inégalités qui augmentent, on a malheureusement un chômage qui va repartir à la hausse, on a une pauvreté également qui augmente. Donc c'est la preuve que malheureusement ça ne fonctionne plus. Donc il faut changer de modèle, espérons qu'on le fera tôt ou tard, mais pour l'instant ce n'est pas le cas malheureusement. Alors, dans le même temps, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. On a eu la semaine dernière les chiffres de l'inflation du mois de mai, la première estimation, et là, catastrophe encore, l'inflation est repartie à la hausse. Alors je vous rappelle, l'inflation, c'est donc un glissement annuel, c'est-à-dire on regarde les prix donc, du mois de mai 2024 par rapport à mai 2023. Donc jusqu'à présent, il y avait des effets de base positifs, donc ça veut dire que l'inflation baissait. Ça ne veut pas dire que les prix baissaient, mais le glissement annuel baissait. Bien là, ça y est, même le glissement annuel, regardez bien, il est reparti à la hausse. On est passé de 2,4 à 2,7%. Au Nord INSEE, bizarrement, ça s'est stabilisé à 2,2%. Je pense qu'il y aura un ajustement le mois prochain. Mais néanmoins, regardez bien la courbe rouge. C'est l'inflation au mois le mois. Eh bien, cette augmentation des prix est assez énorme. Regardez bien. En 4 mois, les prix ont augmenté de 2% en France. En 4 mois.
Les 4 derniers mois. Hein. Donc quand on me dit non mais là ça y est les prix repartent à la baisse, il faut être sérieux, ce n'est pas le cas. L'inflation s'installe, les prix continuent d'augmenter et donc depuis 2021, 16,6% d'augmentation. Ça c'est pour la France. Et donc qu'on arrête de dire, qu'on arrête de mentir en disant que l'inflation est jugulée, elle est vaincue. Il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous voyez, j'en bafouille. Et c'est exactement ce qu'on fait, malheureusement, ce que font nos dirigeants. Alors parallèlement, la France a une inflation qui reste, bon, c'est pas la plus élevée, mais elle est au-dessus de la moyenne de la zone euro. Dans la zone euro, on est à 2,6, donc on est à 2,7. Regardez bien, si on prend l'ensemble de la zone euro, il y a maintenant 20 pays qui sont au-dessus des 2%. Les 2% étant l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Il y a que 5 pays donc, qui sont donc inférieurs à 2%, Lettonie, Finlande, Italie, Lituanie et Irlande, mais tous les autres, évidemment, on est au-dessus. La Belgique est en numéro 1 pour l'instant, 4,9% d'inflation. Alors, si je regarde le même graphique qu'on avait tout à l'heure, mais pour la zone euro, là c'est encore pire. 2,6% donc en glissement annuel, donc là c'est moins qu'en France, mais sur les derniers mois, 2,2% donc en 4 mois et 20% depuis janvier 2021. Voilà la situation donc de la zone euro, et donc parallèlement, la nouveauté c'est qu'en plus, l'inflation hors énergie et produits élémentaires, elle aussi est en train d'augmenter. Regardez bien, ici on a donc l'inflation globale, hors énergie, on repasse vers les quasiment à 3%, donc ce qui veut dire qu'on est très très loin de l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Donc cette inflation, elle s'est bien généralisée, elle s'est installée dans l'ensemble de l'économie et elle est devenue malheureusement incontrôlable. Donc dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne est prise à son propre piège parce qu'elle a annoncé il y a quelques mois, quelques semaines encore, qu'elle allait baisser les taux d'intérêt, donc là, pour la réunion du 6 juin, sauf que, évidemment, comme l'inflation remonte, là, c'est un petit peu embêtant. Donc le débat est lancé. Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses, quitte à perdre en crédibilité? Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les taux d'intérêt, pas maintenant, évidemment, puisque globalement, on a cette inflation qui repart à la hausse. Donc le signal qu'on enverra au marché sera catastrophique. Et parallèlement, si on baisse le taux d'intérêt et que les Américains ne le font pas, eh bien, l'euro va très fortement baisser. Donc si l'euro baisse, ça fait augmenter l'inflation importée, donc ça fait augmenter l'inflation globale. Donc la BCE, elle joue contre son propre objectif de limitation de l'inflation. Je vous rappelle que cette inflation doit être à 2% normalement. Donc là, on repart à la hausse, on est donc à 2,6%. Donc ce qui compte, c'est la tendance. Et pour le mois de juin, ça va continuer d'augmenter. Donc imaginez encore une fois la crédibilité de la Banque Centrale Européenne, qui n'est déjà pas très élevée, disons-le. Ça ne va pas améliorer, bien sûr, la situation. Donc, on verra ça, mais globalement, c'est sûr que cette inflation qui se maintient sur des niveaux élevés nous empêche justement de baisser les taux d'intérêt. Et ce qui fait que si les taux d'intérêt restent élevés, évidemment, il y a des conséquences économiques malheureusement dramatiques sur l'investissement, sur la consommation et également, bien sûr, sur le secteur de l'immobilier. Justement, donc c'est le troisième thème, avec donc les chiffres de l'INSEE pour le premier trimestre 2024 viennent de sortir. Eh bien, la baisse s'aggrave. Regardez bien, en 5 trimestres, on a 5,4% de baisse. Ce sont les prix donc selon les notaires, c'est-à-dire c'est là où il y a eu des ventes. Hein. C'est pas donc une photographie du marché effectif, mais les produits qui ont été vendus avec une baisse donc de 5,4%. C'est vrai que précédemment ça avait fait 34%. Vous voyez bien que dans les précédentes, on va dire, précédents dégonflements de bulles, moins 9% ici, moins 7, là moins 5,4. Bon, c'est pas encore dramatique, mais ça va évidemment continuer parce que je vous rappelle cette liaison avec les taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt baissent, c'est la courbe rouge ici, donc ça veut dire que la courbe rouge donc, a tendance à augmenter, parce que c'est en échelle inversée sur ce graphique, donc ça veut dire que les prix augmentent, hein. Quand les taux d'intérêt baissent, le coût du crédit est moins cher, donc on achète des biens, même s'ils sont chers, on y va, donc les prix ont tendance à augmenter, et inversement, quand les taux d'intérêt augmente, donc là, échelle inversée, c'est-à-dire que la courbe rouge baisse, et bien à ce moment-là, les prix baissent, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et comme on a les taux d'intérêt à 10 ans qui sont aujourd'hui donc à plus de 3%, on est même monté à 3,2% la semaine dernière, là on se stabilise autour des 3,1%, et ça reste donc très élevé, c'est pas dramatique, mais c'est néanmoins très élevé pour beaucoup de ménages qui ne peuvent donc pas accéder à la propriété, et donc ce qui veut dire que, eh bien, malheureusement, cette baisse va continuer. Alors justement, les chiffres qu'on suit le mois donc de meilleurs agents, sur donc le mois de mai, donc on a ces chiffres de début juin, la baisse malheureusement s'aggrave partout. Regardez bien ici, nous avons Paris, on est maintenant plus qu'à 9 190 € du mètre carré, et on était à quasiment 11 000 il y a quelques trimestres, donc quasiment moins 16% de baisse, Boulogne moins 18% de baisse, voilà, Montreuil, etc. Tout à l'heure j'ai fait un petit tableau avec la synthèse de tout ça, des plus fortes baisses. On voit que Nice, voilà, ça baisse un peu moins, mais ça baisse toujours. Lyon, on est à quasiment 15% de baisse, Villeurbanne également. Vous voyez que les prix du mètre carré ont fondu comme neige au soleil. J'ai envie de dire
dire tant mieux, parce que les prix ne voulaient rien dire, ils étaient beaucoup trop élevés. Et également sur les villes, là c'est les prix des appartements, hein, je le rappelle, pour les villes de plus de 100 000 habitants. On voit ici donc Marseille, on est à quasiment 9% de baisse. Donc Lille également, quasiment 7% de baisse. Nantes, ça s'aggrave, plus de 17% de baisse. Par rapport au plus haut, attention, les chiffres qu'on voit là, c'est par rapport au plus haut, donc qui a généralement été atteint fin 2021 ou début 2022. Donc on se rend bien compte que la situation et la claque est très très lourde, très très forte. Alors justement, je vous ai fait un petit tableau synthétique pour terminer sur l'immobilier, pour voir justement où est-ce que les prix ont le plus baissé pour les appartements dans les villes de plus de 100 000 habitants. Attention, c'est un tableau un peu dur à supporter, notamment pour nos amis de Boulogne, hein, Boulogne-Billancourt, c'est pas très loin de Paris. 18,4% de baisse. C'est vrai qu'on avait des prix au mètre carré en moyenne, hein, 9 800 €. C'est un petit peu cher quand même si Boulogne c'est une ville sympa, mais quand même, là on tombe à moins de 8 000 € du mètre carré, ce qui est toujours un peu cher d'ailleurs. Nantes, regardez bien, numéro 2, moins 17,1%, on passe de 4 120 à 3 417. Montreuil, pareil, moins 17,8%, d'ailleurs c'est devant Nantes finalement, mais on se rend bien compte que cette baisse est particulièrement forte. Donc Paris, quasiment moins 16% de baisse, Lyon, moins 15%, Villeurbanne, quasiment moins 13%, également Toulouse, malgré l'Airbus, malgré l'aérospatial, etc., moins 11%, Strasbourg, quasiment moins 10%, même Marseille, c'est vrai que ça avait beaucoup flambé, ben, ça repart à la baisse, moins 8%, quasiment moins 9%, donc moins 8,9%, et donc Grenoble également, moins 8,6%, donc là, évidemment, il y a tout un effet de bulle, hein, où les prix avaient beaucoup trop augmenté, c'est en train de corriger aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a encore des biens rares qui se vendent sur des prix élevés, etc. Mais il y en a de moins en moins, parce qu'il y a justement de moins en moins d'acheteurs. Et puis parallèlement, il y a un élément beaucoup plus structurel qu'on n'évoque pas suffisamment, je pense, c'est la baisse de la natalité. Ça, c'est un très mauvais signe. Déjà, ça montre le manque de confiance qu'ont nos jeunes dans leur avenir, dans la France finalement, dans l'avenir de la France. Et parallèlement, c'est dangereux, parce que s'il y a moins d'enfants, ben, on a moins besoin de s'agrandir, on a moins besoin d'acheter de l'immobilier, etc. Et ça, donc ça peut coûter cher d'un point de vue structurel. C'est pas qu'un dégonflement de bulle, c'est-à-dire que structurellement, les prix de l'immobilier auront du mal à repartir à la hausse, et donc le secteur du bâtiment va continuer évidemment de souffrir. Vous connaissez le dicton, hein, quand le bâtiment va, tout va, quand ça ne va pas, rien ne va plus. Et c'est un peu le problème aujourd'hui. Il y a 300 000 emplois dans le bâtiment menacés par la crise actuelle, et malheureusement, nos dirigeants ne font rien pour essayer d'inverser la tendance. Même si c'est l'inverse, hein, on nous dit bah non, on va peut-être maintenir les taxes élevées, peut-être même les augmenter, on va supprimer certaines aides, etc. On joue un jeu extrêmement dangereux, enfin du moins nos dirigeants, et ça risque de coûter très cher en emploi et donc en stabilité également sociale et sociétale, parce qu'il y a un impact évidemment diffus sur l'ensemble de l'économie. Donc voilà, le taux de natalité, chiffre de l'INSEE, regardez bien, donc 9,9 enfants pour 1000 habitants, c'est du jamais vu. Voilà, c'est un plus bas historique. Et si on compare au nombre de décès, on est à 9,2 donc décès pour 1000 habitants en France. Alors bon, ça c'est le chiffre de 2023. Il y a eu une petite baisse, un ajustement surtout par rapport aux chiffres qu'il y avait entre 2020 et 2022. Mais néanmoins, regardez bien l'écart. Hein, il n'y a quasiment plus rien. Si vous regardez en termes de chiffres, en 2023, donc il y a eu 678 000 naissances et 631 000 décès. C'est-à-dire que l'écart, c'est que 47 000. Vous savez que bientôt, il risque d'avoir plus de décès que de naissances, puisque, comme vous le savez, avec le papy-boom, il y a beaucoup des enfants du baby-boom qui quittent ce monde, malheureusement. Et donc, comme il n'y a pas de naissance derrière, c'est-à-dire que la population, évidemment, va baisser. Donc là aussi, facteur pour l'immobilier négatif. Et donc, dernier point, ce qu'on appelle le taux de fécondité. Combien d'enfants par femme? Vous savez qu'on avait plus de 2 enfants par femme, donc c'était formidable. Numéro 1 en Europe, etc. Et là, ça y est. Donc là, c'est chiffre de 2023. On est à 1,68 enfants par femme. Bon, ça ne veut rien dire, évidemment, ce chiffre, mais enfin, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que, heureusement, il n'y a pas 1,68 enfants par femme, comme vous le savez. C'est la blague de Coluche, pour ceux qui s'en souviennent. Mais néanmoins, c'est un plus bas depuis les années 90. Donc il y a bien une situation compliquée, difficile qui est en train de se produire. Et donc on voit bien que tout ce qui se passe d'un point de vue de la sphère publique, des impôts, de l'avenir, de l'insécurité, ça a des impacts concrets sur notre quotidien, sur nos enfants, sur nos petits-enfants et sur donc l'avenir de la France. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc on a besoin de reprendre les choses en main. On a besoin d'une direction, d'une vision du monde. Arrêtons de colmater les brèches, de faire du saupoudrage ici ou là, de faire du en même temps. Il faut aujourd'hui choisir son camp et sauver la France. C'est ça le vrai enjeu des prochaines années. Espérons qu'on le fera, mais malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas qui pourrait le faire, parce qu'il n'y a personne qui arrive, évidemment, à se relever et à annoncer les bonnes mesures à prendre. Peut-être ça viendra, mais pour l'instant, en tout cas, on ne le voit pas.
Pour terminer évidemment avec une bonne nouvelle, ben voilà, c'est en train de se produire depuis quelques jours, les prix du baril qui baissent. Vous voyez, on est à 77 $ le baril de Brent. Alors bon, c'est un plus bas depuis janvier 2024. Bon, c'est pas énorme non plus, parce qu'on était encore à 73 $ en décembre 2023, mais on était à 90 $ en avril dernier. Donc c'est plutôt bon à prendre, ça veut dire que ça va là aussi limiter l'inflation. Espérons simplement que nos distributeurs d'essence vont répercuter à la baisse, donc sur les prix à la pompe. Ça, malheureusement, rien n'est moins sûr. Mais bon, il fallait bien trouver une bonne nouvelle. Voilà. Merci encore pour votre fidélité. Voilà, je suis désolé, hein, je ne dis pas ça de gaieté de cœur. C'est vrai que cette situation française est quand même assez catastrophique. Il faut arrêter. Il faut vraiment inverser la tendance. Il faut vraiment prendre une autre direction. Sinon, nous courrons malheureusement à la catastrophe. Et je ne souhaite pas, bien entendu, je suis là pour dire les choses, pour que nous arrivions à prendre les bonnes mesures. C'est vraiment tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Encore merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour vos abonnements premium. Vous aurez donc les slides pour ceux qui sont premium évidemment, comme toutes les semaines, par mail. Merci encore une fois. Bonne continuation malgré tout. Portez-vous bien et à très bientôt.